Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons donc le cours sur la France. Nous avons vu la dernière fois la naissance de la quatrième République et nous terminons aujourd'hui ce cours sur la quatrième République. Donc, pour commencer, grand B, la reconstruction française. Cette reconstruction commence d'abord par la place de la phrase dans le monde. Petit 1, la France dans le monde. Alors, c'est vrai que dès la fin de la guerre, l'objectif du gouvernement est de rétablir la France comme une grande puissance internationale. Forcément, sa situation pendant la guerre avec le gouvernement de Vichy ne l'a pas aidé. Au départ, très concrètement, il existe un certain nombre de points qui montrent que la France retrouve une certaine place dans le monde. Dès le départ de la création de l'ONU, vous le savez, elle est nommée membre permanent du Conseil de sécurité. Cette même année, la France crée ce qu'on appelle le CEA, c'est-à-dire le Commissariat à l'énergie atomique. C'est un organisme d'État qui est chargé, comme son nom l'indique, de travailler sur l'énergie atomique, histoire notamment de travailler au fait que la France puisse se doter par elle-même de la bombe atomique et donc avoir une certaine indépendance militaire. En 1949, lors de la création de l'OTAN, très logiquement, la France rentre dans cette organisation que vous connaissez. Ça ne lui donne pas franchement une indépendance par rapport aux États-Unis, mais ça lui offre une protection militaire que, pour l'instant, elle est incapable d'avoir. Donc, peut avoir l'impression que la France retrouve une grande place dans le monde. Cependant, la France connaît un certain nombre de difficultés économiques et financières forcément à la suite de la guerre. Vous savez qu'elle adhère au plan Marshall et que 20% des dons du plan Marshall vont à la France. Pour autant, elle connaît une forte inflation et la fin des années 40 et le début des années 50, au point de vue économique et social, sont quand même relativement tendus. Et puis globalement, il faut bien avouer que la France conserve quand même une position internationale relativement fragile. Tout d'abord, il est vrai qu'elle a une forte dépendance par rapport aux États-Unis. Militaire via l'OTAN, économique via le plan Marshall, l'indépendance nationale de façon globale n'est pas tout à fait atteinte. C'est vrai que la France est très fragile par rapport au poids des deux grands quand on arrive véritablement dans la guerre froide. L'exemple de la crise de Suez en 1956 que vous connaissez, on l'a déjà vu en cours, montre que même là, quand la France, il y avait l'Angleterre aussi, mais là on parle de la France, même quand la France est capable militairement de gagner une bataille politiquement, elle a bien été obligée de se retirer de l'Égypte. Et puis, il y a bien évidemment la question des colonies. La France considère que les colonies sont une force, puisque forcément cela étend ses capacités de ressources, ce pourquoi elle veut les garder à tout prix, mais très vite, cela va devenir une faiblesse, nous allons y revenir. Petit 2, la France dans la construction européenne. Alors là, autant dans le monde c'est un petit peu compliqué, autant la France a joué un rôle moteur dans la construction européenne. Et là, c'est vrai que la quatrième République, ça a été véritablement son travail essentiel. On parle souvent de pères de l'Europe, et parmi ces pères de l'Europe, il y a deux Français essentiels, Jean Monnet, et j'espère que vous savez l'écrire, ou par exemple Robert Schuman. Ces deux personnes ont un rêve, en fait, c'est créer une Europe fédérale, autrement dit les États-Unis d'Europe, qui aurait pour but de réaliser la paix en Europe, d'assurer la prospérité et de restaurer une puissance européenne mise à mal par l'existence des deux grands. Pour cela, ça commence par la création de la CECA en 1951. La CECA, autrement dit la Communauté européenne du charbon et de l'acier, est créée à l'initiative française suite à la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950. Un petit mot d'abord sur Robert Schuman. Il est né à la fin du 19e siècle et il est né allemand, puisqu'il est né en Lorraine et qu'à cette époque de parents luxembourgeois c'est un peu compliqué, mais il est né à un moment où effectivement cet espace-là était un espace allemand. Donc il est né allemand, il est donc de langue allemande et il devient en fait français après la Première Guerre mondiale, lorsque vous savez, la Lorraine revient à la France. Donc il devient français, bien évidemment, il apprend le français, il rentre dans la politique, il est député, etc. Et en 1940, au moment du vote des pleins pouvoirs à Pétain, il fait partie des députés qui ont voté ces pleins pouvoirs. Donc certains diront de lui forcément que c'est un pétainiste. Mais il s'est enfui de la Lorraine au moment de l'annexion allemande et donc certains auront mis en avant que c'était plutôt un résistant.
Au moment où il parle, en 1950, il est ministre des Affaires étrangères, et en tout cas, son histoire personnelle fait que c'est un véritable symbole pour la réconciliation franco-allemande. Que dit-il dans cette déclaration? L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher, au premier chef, la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Il propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la Fédération européenne. Par la mise en commun de production de base et l'institution d'une haute autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Alors ça, c'est véritablement un texte essentiel qu'il faut connaître. Quel est l'objectif de l'auteur et finalement quels moyens propose-t-il pour y arriver? On retrouve dans ce texte un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, le terme de fédération. On le voit à la fin du texte, le but c'est de créer les premières assises d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Donc son objectif premier, je répète, c'est bien de créer les États-Unis d'Europe. Or, il se dit que, dès la première phrase, cette Europe, ça ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Donc, puisque ça ne va pas se faire d'un coup, il propose d'y aller par petits pas et par des réalisations concrètes. Et ces réalisations concrètes, elles doivent s'appuyer sur un point essentiel. Il faut absolument que l'opposition qui existe depuis un siècle entre la France et l'Allemagne soit éliminée. Donc, ces actions doivent se faire en priorité entre la France et l'Allemagne. Du coup, il choisit le charbon et l'acier. Il propose effectivement donc de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la production de ces deux produits essentiels à l'époque, le charbon, c'est la source énergétique essentielle encore en 1950. Le pétrole arrive, mais ce n'est pas au niveau que l'on le connaîtra plus tard. Et l'acier, matière première indispensable pour tout ce qui est industrie, on va les mettre ensemble sous une haute autorité commune, c'est-à-dire qu'il sera géré par les Français et les Allemands et d'autres pays, si jamais il y a d'autres pays qui veulent y aller. Et pourquoi le charbon et l'acier? Mais comme ce sont les deux premières bases énergétiques et minérales d'un pays industriel, mais en fait, dans la tête de Robert Schuman, ça empêchera, d'une façon ou d'une autre, la France ou l'Allemagne de se lancer à nouveau dans une industrie d'armement l'un contre l'autre, étant donné que ces deux éléments seront gérés par une haute autorité commune. Du coup, cette proposition est acceptée et en plus de la France et de l'Allemagne, vient s'y rajouter l'Italie, ainsi que ce qu'on appelle le Benelux. Alors le Benelux, c'est une abréviation pour parler de la Belgique, Néderlande, c'est-à-dire les Pays-Bas, et le Luxembourg. La communauté européenne du charbon et de l'acier est donc bien créée en fait par 6 États et à l'initiative de la France. Fort de ce succès, la France tente de lancer une communauté européenne de défense, la CED, en 1954, mais celle-ci est un échec. Quel est son but? Alors, comme son nom l'indique, communauté européenne de défense, l'idée est de faire une armée commune aux 6 États de la CK, et cette armée serait sous l'autorité d'un ministre européen de la Défense. Pourquoi ça ne marche pas, finalement, cette CED? Parce qu'il y a une conséquence politique absolument essentielle. Une armée, ça ne fonctionne pas tout seul. Une armée, par définition, elle est toujours rattachée à un gouvernement. Il y aurait donc une sorte de mini-gouvernement européen sur les 6 États concernés qui serait au-dessus du gouvernement français, du gouvernement allemand, du gouvernement italien, etc., etc. Ce principe-là, c'est une notion essentielle. On appelle ça le principe de supranationalité. Ça veut dire qu'au-dessus des nations, il y a une autorité, donc ici un ministre européen de la Défense, qui déciderait à la place du ministre européen, du ministre français de la Défense, du ministre italien de la Défense, etc., etc.
C'est pour cela que finalement cette CED n'aura pas lieu. Et aspect un petit peu rigolo de l'histoire, cette CED a à nouveau été proposée par la France, mais a été rejetée par la France. En fait, le gouvernement français en voulait, mais pour que ça fonctionne, un texte international, il faut toujours qu'il soit validé par le Parlement. Et là, le Parlement français a rejeté ce projet parce il y a deux raisons essentielles. D'abord, il y a la peur du réarmement allemand, parce que si on fait une communauté européenne de défense, dans les 6 États, forcément, il y a l'Allemagne, et on se rappelle quand même un petit peu de ce qui s'est passé ces dernières années. Et puis, il y a une raison politique, c'est ce principe de supranationalité que rejette un certain nombre de personnes, la perte de la souveraineté nationale, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un État pour chaque nation qui décide. Ça fait que globalement, c'est quelque chose qui n'y résiste pas. Les gaullistes, en particulier, De Gaulle est totalement opposé au principe de supranationalité. Pour lui, c'est une perte de l'indépendance française. Et puis, il y en a d'autres également qui vont faire pression pour que ce texte ne soit pas accepté. Ce sont les communistes. Quand vous voyez l'affiche là sur le côté, qui était un petit peu l'affiche de publicité de la communauté européenne de défense, vous voyez ce qu'elle vantait. Elle vantait que si cette communauté européenne de défense avait lieu, ce serait un rempart contre le nazisme, vous le repérez aussi, mais également repéré également en haut, la fossile et le marteau. L'idée, c'était de dire que par rapport à l'OTAN et au poids des États-Unis, si on faisait une communauté européenne de défense, on aurait quand même un poids entre les deux grands. Alors l'idée n'était pas du tout de basculer communiste, mais à la limite plutôt d'être en capacité de se défendre contre une éventuelle attaque de l'URSS en 1954. Imaginez la position de l'Allemagne qui est séparée depuis 1949, etc., etc. Donc forcément pour les communistes, cette communauté européenne de défense n'a finalement pour objectif que de rentrer en guerre d'une manière ou d'une autre contre l'URSS. Autrement dit, cette CED ne voit jamais le jour et c'est, et ce pour beaucoup, beaucoup d'années, l'échec d'une Europe politique. Comme c'est l'échec d'une Europe politique, finalement, on décide en 1957 de créer la CEE, c'est-à-dire la Communauté économique européenne. C'est quoi la Communauté économique européenne? En un mot ou une expression, c'est la création d'un marché commun. C'est-à-dire, vous prenez l'ACK, où on avait mis en commun la question de la production du charbon et de l'acier, et vous l'étendez de façon globale. Un marché commun, c'est la libre circulation des biens et des personnes à l'intérieur de ces nouvelles frontières, des 6, puisqu'à l'époque nous ne sommes toujours que 6. Autrement dit, c'est une union douanière. Comme l'échec de la CED n'a pas permis, je vous l'ai dit, de construire une Europe politique, l'Europe se construit donc par l'économie. Et par rapport à la France, c'est vrai que ce poids européen permet à la France de compenser ses défaillances au niveau mondial, alors que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau économique, parce que la CE fonctionne quand même pas mal, ça lui permet donc de compenser ces différentes défaillances. Donc voilà un petit peu comment la France retrouve un poids sur le plan international. Pour autant, la France va se retrouver confrontée à un autre problème, le problème de la décolonisation. Alors on ne va pas revoir toute la décolonisation parce que nous en avons déjà parlé dans le chapitre précédent. En revanche, il y a un point très important dont nous n'avons pas encore parlé et ça va être l'objet de ce grand C, la question de la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Sachant que sur ce grand C, je ne vais pas forcément aller jusqu'en 1962 puisque je vais rester dans les limites de la 4e République. Pourquoi insister sur cette guerre d'Algérie? La guerre d'Algérie, c'est la véritable responsable de la fin de la 4e République. Après l'échec de l'Indochine, la 4e République s'est retrouvée confrontée à l'enlisement de la guerre d'Algérie qui, vous allez le voir, va entraîner sa défaite et finalement sa mort. L'Algérie, c'est, au point de vue du contexte, quelque chose qui est véritablement à part. Petit 1, une place à part dans l'Empire français. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre pour comprendre également les meurtrissures qu'a pu entraîner cette guerre. L'Algérie a parmi les colonies françaises une place exceptionnelle pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une colonie ancienne, une des plus anciennes. Sa conquête a commencé dès 1830. Donc maintenant, les générations sont passées et ça remonte forcément à longtemps. Point essentiel à comprendre, c'est la seule
colonie de peuplement de l'Empire français. Une colonie de peuplement, ça veut dire que quand vous colonisez un espace, vous allez envoyer des personnes, vous allez envoyer des colons en nombre relativement important. C'est ce qu'avaient l'habitude de faire les Anglais. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, penser à l'Inde, mais surtout penser à l'Australie, au Canada, ce genre de choses. C'est ce que n'a pas du tout l'habitude de faire la France, sauf en ce qui concerne l'Algérie, et ce, depuis le 19e siècle. Du coup, ces particularités se traduisent par son statut administratif qui est à part. L'Algérie, ce n'est pas une colonie gouvernée par un gouverneur, ce sont des départements français. Il y a un département situé autour d'Alger, de Coran et de Constantine. Du coup, pour beaucoup de Français, l'Algérie, c'est la France, au même titre que l'Aquitaine ou par exemple le Midi-Pyrénées. Pour autant, c'est la France, mais à l'intérieur de ces départements, il existe des inégalités profondes. Comme c'est une colonie de peuplement, ça a été beaucoup une colonie de peuplement agricole dans un premier temps, les meilleures terres ont été attribuées aux colons qui ont des exploitations beaucoup plus vastes et qui emploient des Algériens musulmans comme ouvriers agricoles. Donc on sent dès le départ qu'il y a une différenciation économique entre ce que je vais appeler les Français d'origine et les Algériens. Et autre inégalité absolument essentielle, les Algériens n'ont pas la citoyenneté française et les droits des citoyens. C'est-à-dire qu'ils sont français, mais ils ne sont pas citoyens français. Ils sont français, autrement dit, ils paient des impôts et ils font leur service militaire, donc ils ont, j'ai envie de dire, les inconvénients. Mais ils n'ont pas la citoyenneté française, c'est-à-dire avec les avantages. Vous allez penser par exemple au droit de vote, vous allez penser à l'école gratuite et obligatoire pour tous, si c'est un avantage, vous allez penser au droit de vote des femmes, etc. etc. Donc forcément, il y a une très grosse différence et les Algériens savent qu'ils sont français, mais par moments ont du mal à se sentir français parce que dans la République, qui normalement est censée être une et indivisible, les différences sont quand même très, très importantes. Et quand on regarde, au début de la guerre, en 1954, l'équilibre des populations, on a 1 million de pieds noirs d'un côté et 9 millions d'Algériens. Alors, pieds noirs, c'est l'expression que l'on utilise pour désigner les Européens qui sont partis vivre en Algérie ou les descendants d'Européens qui sont partis vivre en Algérie, puisque depuis le temps, il y en a quand même pas mal qui sont nés directement sur place. Et c'est vrai que ce sont eux qui dominent politiquement et économiquement les Algériens. Alors, les Algériens sont beaucoup plus nombreux que les pieds noirs, mais c'est vraiment la seule colonie où on a quand même un rapport d'1 pour 9, ce qui est très inférieur, mais ce qui n'est quand même pas négligeable. Et donc, parmi les colons, quelques familles détiennent des fortunes considérables et elles ont une influence politique forte en Algérie, mais aussi en métropole. Et alors, il est clair que ces familles s'opposent à toute évolution du statut de l'Algérie, par exemple aller vers plus d'égalité. Et ces familles ont plutôt le soutien de l'ensemble des colons, et il faut pourtant comprendre quelque chose, l'ensemble des colons n'étaient pas tous riches. Certains donc avaient des fortunes considérables, mais la grosse majorité, j'ai envie de dire, c'était un petit peu monsieur et madame tout le monde. Comment on en est arrivé à la guerre ? Petit 2, l'insurrection et la guerre. Avant l'épisode de 1954, je voudrais m'arrêter dans un premier paragraphe sur ce qui a laissé des traces très importantes et qui explique aussi ce qui s'est passé en 1954. Le 8 mai 1945, les massacres de Sétif et les manifestations qui ont donné lieu à des massacres. Le 8 mai 1945, c'est bien le jour de la célébration de la fin de la guerre en Europe. Et ce même jour, il y a des manifestations nationalistes en Algérie qui sont autorisées à condition qu'il n'y ait pas de slogan politique et qu'on ne brandisse pas le drapeau algérien. Or, à Sétif, un homme sort un drapeau algérien, c'est ce que vous montre la photo. Le commissaire de police cherche à s'en emparer, ce commissaire est renversé, la confusion règne, le drapeau est à terre, il est ramassé par un jeune homme de 26 ans qui est aussitôt abattu par la police. Donc pendant les instants qui suivent, c'est le vrai bazar, la police tire sur la foule s'enfuit, on estime qu'il y a entre 6 et 8 morts, c'est pas très clair, sur cette journée. Et une partie de la foule va se livrer à des actes de vengeance contre des Européens et ces actes de vengeance vont se répercuter pendant plusieurs semaines.
Des Européens donc subissent des vengeances dans différentes villes et dans les jours qui suivent, des Européens qui vivent par exemple dans des fermes isolées sont massacrés. Au total, 102 Européens sont tués. Et la peur est telle, c'est vraiment très très tendu. Puis il faut bien se rendre compte que je suis au 8 mai 45, c'est-à-dire que l'essentiel des hommes européens en âge de se battre sont encore sous les drapeaux, la démobilisation n'est pas terminée. Du coup, ces Européens se mettent à former des milices. Et il y a un certain nombre de combats qui s'engagent contre des Algériens. Et du coup, il y a même des renforts de l'armée française. Et pendant des semaines, par rapport au massacre d'Européens qu'il y avait eu, il y a eu une très forte répression. Combien il y a eu de morts durant ces semaines de répression? Ça va durer longtemps, ça va durer quand même jusqu'à la fin du mois de juin. La seule certitude que l'on ait, c'est qu'il y a eu entre 3 000 et 30 000 morts du côté des Algériens. On voit donc qu'en 1945, les rapports peuvent être tendus, les velléités nationalistes sont relativement importantes, et il est exact que les réactions qui se sont produites en 1945 n'encouragent pas à la négociation. Du coup, le 1er novembre 1954 est véritablement considéré comme le début de la guerre d'Algérie. C'est ce que l'on appelle la Toussaint Rouge. Cette Toussaint Rouge, donc, c'est un jour où il y a eu toute une série d'attentats qui ont été mis en place par le Front de Libération Nationale, le FLN. Donc le FLN, la principale organisation indépendantiste algérienne, qui, ce jour-là, diffuse un tract, passe à la radio, etc. En fait, je vous laisse lire tranquillement le texte. Le Front de Libération Nationale, c'est une organisation nationaliste qui appelle à la lutte armée, finalement, globalement, pour l'indépendance. La lutte sera longue, mais l'issue est certaine. Et il est exact que la lutte va durer 8 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup ce jour-là, le jour véritablement de la Toussaint Rouge? Une petite série d'attentats, une vidéo vous l'explique. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des 3 soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Kippenfeld, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes, mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. Ah, les actualités de l'époque. Outre la musique totalement dramatique et la voix véritablement particulière, ces actualités donc montrent la réaction de la France à la série d'attentats qui s'est donc déroulée dans la nuit du 1er novembre 1954. Il y a une trentaine d'attentats coordonnés un petit peu partout en Algérie. Et la fin de ces actualités, où à l'époque les journalistes donnaient leur avis, qui était toujours l'avis du gouvernement de toute façon, la France ne cédera pas. Voilà, ce que je trouve intéressant dans cette vidéo, c'est qu'elle montre plusieurs choses. D'abord, elle montre que la France refuse toute négociation. François Mitterrand, le même, François Mitterrand, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, et c'est lui qui va prononcer cette fameuse phrase « L'Algérie, c'est la France ». Donc, pour le gouvernement de l'époque, ce n'est pas une guerre, mais c'est une rébellion qu'il faut réprimer sur le territoire algérien, qui finalement n'est jamais qu'un territoire français comme un autre. Or, les violences continuent, ce qui fait qu'en 1955, il y a la déclaration de l'état d'urgence. Alors finalement, l'état d'urgence, vu la période du Covid, vous savez ce qu'est un état d'urgence sanitaire, hein, c'est une situation qui permet par exemple au gouvernement
de prendre un certain nombre de décisions sans passer par systématiquement le Parlement, et qui permet au gouvernement, par exemple, de restreindre les libertés quand il y a danger. À notre époque, c'est par exemple le couvre-feu à 19h. Et quand on n'est pas en période de Covid, c'est la même chose, mais c'est pas lié au Covid. Et donc, un certain nombre de déplacements, par exemple, des citoyens algériens ont été interdits. Pour autant, la multiplication des violences se poursuit. Autrement dit, la mobilisation de la police ne suffit pas. Ce qui fait que, en 1956, le gouvernement décide d'envoyer le contingent. Donc, je rappelle que ce qu'on appelle le contingent, ce sont les personnes qui faisaient leur service militaire obligatoire. Il n'y avait que les messieurs, désolé mesdames. Et en 1956, c'est directement 400 000 personnes qui sont donc envoyées en Algérie. Ça signifie qu'au lieu d'aller faire votre service militaire planqué gentiment dans une caserne de Mont-de-Marsan ou de Nantes, vous allez le faire en Algérie, alors que vous êtes ce qu'on appelle un appelé du contingent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un soldat de métier. Entre 1956 et 1962, c'est plus de 1,5 million de personnes, parmi lesquelles une immense majorité d'appelés, donc du contingent, qui sont envoyés en Algérie, et pour une durée de plus en plus longue, puisque la durée normale du service militaire à l'époque était de 18 mois, et la situation devenant de plus en plus tendue, elle passe à 30 mois. Situation vraiment tendue, c'est une guerre civile, et c'est une guerre civile violente. La guerre d'Algérie est compliquée à enseigner à un temps court parce que, alors on n'est vraiment pas dans le monde de Disney, ce n'est pas uniquement la question de, il y a d'un côté les Algériens et de l'autre côté les Français. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est même une guerre civile entre Algériens. Il y a d'abord ce qu'on appelle les harkis. Les harkis, ce sont des Algériens qui sont francophiles, et qui soutiennent le gouvernement français et qui prennent effectivement les armes contre ce qu'ils estiment être, parfois avec raison d'ailleurs, des attentats terroristes. Alors pour eux, c'est compliqué pour ces Algériens-là parce qu'ils peuvent être considérés comme des traîtres pour les uns. Et puis parfois, les Français eux-mêmes ont une certaine défiance envers eux, plus les tensions et les massacres sont importants, où ils se demandent si parfois ce ne sont pas des infiltrés. Guerre civile également même entre les indépendantistes, euh, donc les francophiles là, dont j'ai parlé, pardon, j'ai oublié de le préciser. Il y a parfois des personnes qui ne sont pas harkis, c'est-à-dire qui ne prennent pas les armes, mais qui sont tout bêtement francophiles. Mais guerre civile également, je disais, entre les indépendantistes. Il y a le FLN dont nous avons parlé, mais en fait, ce n'est pas la seule organisation indépendantiste. Il y en a une autre qui s'appelle le MNA, et entre eux, ils n'étaient pas du tout d'accord sur qu'est-ce que deviendrait l'Algérie une fois que l'indépendance serait acquise? Ce qui fait que parfois aussi ils se battent entre eux. On estime qu'il y a eu 10 000 morts rien que dans les combats entre le FLN et le MNA. Et puis il y a les civils algériens qui sont très largement, on va le voir après, les premières victimes de cette guerre civile. Et c'est eux, en fait, qui, parfois, subissent des attentats de la part, par exemple, du FLN. Ils estiment par moments que certains civils, sans être harkis, sont considérés comme trop francophiles. Donc, ils vont subir des mutilations, des massacres, et on va mettre en scène les corps massacrés pour pouvoir entretenir la peur. Et du côté de la France, les choses ne sont pas non plus aussi simples qu'il y paraît. D'abord, je rappelle donc que ce sont en grande majorité des appelés qui vont sur le terrain en Algérie. Ce ne sont pas des volontaires, ils y sont par droit et devoir, pardon, ils y sont par devoir civique. Et puis surtout, concrètement, ils n'ont pas le choix. Donc, est-ce qu'ils sont pour ou contre la guerre? La question n'est pas là. Bien sûr, à côté de ça, il y a un certain nombre de volontaires qui s'engagent effectivement pour maintenir l'ordre en Algérie, mais ce n'est franchement pas une majorité. Et puis, au sein des Français, on verra qu'il y a, par exemple, l'OAS, l'Organisation de l'Armée secrète, ça je le verrai dans le Grand 2 sur la Ve République, l'organisation de l'armée secrète qui veut à tout prix maintenir l'Algérie française et qui va, elle aussi, mettre en place des attentats cette fois-ci pour garder l'Algérie française. Et à contrario, il y a des Français qui soutiennent la volonté d'indépendance de l'Algérie, qui vont même donc soutenir directement le FLN, c'est ce qu'on va appeler des porteurs de valises.
et qui vont même commettre des attentats sur le territoire métropolitain, comme par exemple à Paris. Et puis, on a évidemment les civils français, la grosse partie de majorité silencieuse. Alors, du côté de la métropole aussi, qui subit, sans avoir forcément par moment un avis sur pour ou contre l'indépendance. Et puis, bien évidemment, les civils français d'Algérie, qui, eux aussi, subissent d'une façon ou d'une autre. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple affrontement entre deux peuples. En tout cas, une guerre particulièrement violente. On estime qu'il y a eu 50 000 morts du côté des Français et 400 000 morts algériens. Très grosse différence, sachant que l'immense majorité de ces morts algériens sont des civils algériens, dont la plupart ont été soit tués par le FLN dans leur très très grande majorité, soit par l'armée française. Et cette violence, on la retrouve bien évidemment sur les méthodes de guerre, qui ne sont pas les plus glorieuses, avec notamment la question de l'utilisation de la torture. La torture a été grandement utilisée par les deux camps, par le FLN, ça c'est clair, mais également par l'armée française. Alors la France a mis énormément de temps à reconnaître qu'il y avait des ordres qui étaient donnés aux appelés. Pensez, c'est des jeunes, en gros, ils ont votre âge, voilà, c'est pas compliqué, qui sortaient du lycée, qui se retrouvaient à faire leur service militaire en Algérie, qui devaient tirer par moments pour se défendre comme dans toute guerre, et à qui on demandait par moments de torturer quelqu'un qui avait été attrapé et dont on pensait que c'était quelqu'un du FLN ou qui savait où étaient des membres du FLN et donc à qui on faisait subir un interrogatoire particulièrement difficile. On a ici un texte que j'ai piqué dans votre livre, c'est un prêtre aumônier, que je ne connais pas du tout par ailleurs, de la 10e division de parachutistes qui termine en disant un interrogatoire sans sadisme mais efficace. Tous les témoignages de part et d'autre montrent qu'un interrogatoire sous la torture, ça n'est pas un interrogatoire sans sadisme. Forcément, il y a de la douleur. Donc, vous voyez, la guerre d'Algérie, beaucoup plus prégnante finalement que la question de la guerre d'Indochine, pour des raisons psychologiques, pour des raisons militaires, pour des raisons de proximité beaucoup plus grande entre ces deux peuples, et beaucoup plus complexe, parce que ce soit du côté algérien ou du côté français, il y avait quand même il n'y avait pas une unanimité, et puis sur les 8 ans, forcément, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. En tout cas, c'est bien cette guerre qui a entraîné la fin de la 4e République. Petit 3. C'est à partir du 13 mai 58, donc alors que la guerre continue, que je vous rappelle, donc le contingent a été envoyé maintenant depuis 2 ans, qu'on arrive véritablement à la fin de cette 4e République. Pour changer un peu, je vous ai mis une une de journal qui s'appelle l'Écho d'Alger, qui va vous faire une une sur ce 13 mai 1958. Alors, c'est une journée importante et un petit peu complexe à comprendre. Ce jour-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un nouveau président du Conseil, Pierre Pflimlin. Alors, je vous rappelle que président du Conseil, c'est l'équivalent de notre Premier ministre ici. C'est l'équivalent de notre Premier ministre, donc voilà, le président de la République de l'époque, René Coty, le nomme Premier ministre. Or, cet homme est considéré à tort ou à raison, c'est quand même assez difficile à dire aujourd'hui, par un certain nombre d'Algériens comme quelqu'un qui pourrait éventuellement se mettre à discuter avec le FLN, à entamer un certain nombre de négociations. Du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une manifestation à Alger le 13 mai 58, donc ça a été constitué par d'anciens combattants, des groupes de ce qu'ils appellent des patriotes, des partis politiques, qui manifestaient contre le FLN et qui se sont mis en même temps à manifester sur un terrain politique contre le nouveau président du Conseil. Du coup, la manifestation dégénère en émeute et les émeutiers gagnent cette émeute puisqu'ils s'emparent du siège du gouvernement général, c'est-à-dire le bâtiment Alger qui permet de diriger l'Algérie.
Et alors, on forme ce qu'on appelle un comité de salut public. Alors, comité de salut public, petit rappel sur vos cours sur la Révolution française, c'est ce qu'avait formé Robespierre pour pouvoir sauver la République, le salut public contre les différentes attaques monarchistes alors que la France était attaquée de toutes parts. Alors, les gens de l'époque connaissaient bien leur cours d'histoire puisque le terme de comité de salut public vient effectivement de là. Il s'agit pour eux de former en fait une sorte de contre-gouvernement pour sauver l'Algérie française. Voilà, de façon très très claire. Donc c'est le général Massu, M-A-2-S-U, j'ai oublié de vous l'écrire, qui se fait nommer à la tête de ce comité de salut public de l'Algérie française. Donc il se fait nommer et avec lui un autre général, le général Raoul Salan, c'est le commandant en chef de l'armée d'Algérie. Pour faire simple, on a donc l'armée, parce que là j'ai deux généraux finalement qui prennent le pouvoir, on a l'armée qui fait un coup d'État contre la République française et qui forme un gouvernement forcément illégal contre la République française. Alors pour ne pas sembler déborder, le gouvernement décide de nommer Raoul Salan, donc le chef du comité de salut public, au poste de délégué général de l'Algérie, histoire de dire que c'est pas lui qui prend le poste, mais on le lui donne. Donc c'est Salan qui se met à gouverner l'Algérie, mais personne ne sait à quel titre. Est-ce que c'est au titre de chef de l'insurrection ou de celui de représentant légal du gouvernement? Alors le président du Conseil décide de former un gouvernement d'union nationale. Je vous rappelle qu'un gouvernement d'union nationale, ça veut dire que vous n'avez pas de majorité d'opposition, mais que vous avez l'ensemble des partis politiques qui sont représentés. Par exemple, il fait rentrer des socialistes alors qu'ils n'ont pas la majorité. L'idée était de montrer qu'on a une France unie contre ce comité de salut public. En réalité, l'objectif de ce comité de salut public n'est pas de perdurer, mais de faire revenir quelqu'un. 2 jours après sa création, donc le 15 mai, Salan lance du balcon du bâtiment du gouvernement général un slogan « Vive de Gaulle ». Et le même jour, le général de Gaulle diffuse un communiqué de presse dans lequel il rend le régime des partis responsable de la situation et il fait savoir qu'il se tient prêt à assumer les pouvoirs de la République. Donc là, c'est un poids politique très important. Donc je vous rappelle que De Gaulle n'est plus au pouvoir, très important, depuis 1945. Son parti politique, le RPF, n'a pas remporté les élections. Donc il est où, De Gaulle? Il est chez lui, il boit son thé, son café, il allume sa cheminée, il fait ce qu'il veut. Il est chez lui, mais officiellement, il n'est plus du tout dans la politique. Alors forcément, pour le gouvernement, quand ils entendent Salan réclamer le retour de De Gaulle et De Gaulle dire « je suis prêt », ils estiment que De Gaulle est solidaire de la rébellion algérienne et même que cette rébellion, elle est plutôt encouragée par lui. Et cette interprétation est très largement renforcée par l'arrivée, 2 jours après, nous sommes le 17 mai à Alger, de Jacques Soustel. Jacques Soustel, c'est un fidèle du général de Gaulle, qui vient activer les réseaux gaullistes et qui en fait va organiser des manifestations pendant plusieurs jours qui vont réclamer le retour au pouvoir du général de Gaulle. Du coup, on se met à craindre une guerre civile. Vous allez me dire, on y est déjà, mais on se met à craindre une guerre civile dans la guerre civile. Et cette guerre civile, elle est mine de rien préparée. Toujours Salan, qui prépare une opération qu'il appelle, c'est bien le militaire, le nom qu'il lui donne, c'est l'opération Résurrection. Ce qu'il se prépare à faire, il consiste à lâcher des parachutistes sur Paris pour prendre le pouvoir. Donc là, on est vraiment à un moment où la République risque de basculer depuis un département français qui lui-même est en guerre. Bon, il est clair que l'État semble totalement se désagréger. Pour De Gaulle, ça peut être dangereux parce qu'il peut apparaître comme un dictateur, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre le pouvoir par la force. Du coup, il fait une conférence de presse, là nous sommes le 19 mai, et dans cette conférence de presse, il veut rassurer la classe politique et l'opinion publique en précisant qu'il ne veut pas mettre en place une dictature. Il rappelle bien évidemment son passé de résistant, et puis il dit que à l'âge qu'il a maintenant, c'est pas le moment de mettre en place une dictature. Le gouvernement et les députés ont 2 solutions, soit
ils prennent le risque d'une guerre civile en ne cédant pas, soit ils cèdent et ils commencent à négocier avec De Gaulle. Et c'est cette option-là qui est choisie, avec d'abord des gens relativement proches de lui, comme par exemple Jacques Chaban-Delmas, ou encore des gens plutôt éloignés, comme Guy Mollet, qui est socialiste, mais qui, les uns comme les autres, se mettent à nouer des contacts avec De Gaulle pour préparer une transition politique qui s'éloigne totalement de l'esprit de la pratique des institutions de la 4e République. C'est ainsi que, le 1er juin 1958, le général de Gaulle est nommé à son tour président du Conseil. Ce sera le dernier président du Conseil de la 4e République. À Alger, tout le monde est content parce que tout le monde pense en fait que De Gaulle est le seul capable de garder l'Algérie française. C'est pourquoi les militaires comme Salan et Massu ont réclamé son retour. Et De Gaulle a accepté d'être nommé président du Conseil à une condition, la condition de refonder les institutions de la République. Mais ça, ce sera pour un autre chapitre. Bonne fin de journée!